La pluie battait contre les vitres de l'appartement haussmannien. Un rythme incessant qui semblait synchronisé avec les battements affolés de mon cœur. J'étais là. Figée sur le seuil de la chambre. Les yeux rivés sur le lit où Sophie dormait paisiblement. Ignorant tout du chaos qui bouillonnait en moi. En une fraction de seconde, tout avait basculé, j'avais ouvert ce tiroir par curiosité. Et y avais découvert mes lettres. Celles que j'avais écrites à une autre femme. Il y a des années. Avant de les cacher pour oublier. Je m'appelais Émilie. Une jeune professeure de littérature à la Sorbonne. Âgée de 28 ans. Vivant dans le 5e arrondissement de Paris. Ma vie semblait parfaite aux yeux du monde, un fiancé attentionné. Une famille conservatrice mais aimante originaire de Provence. Et une carrière prometteuse. Mais ce soir-là, sous l'orage qui grondait au dehors, je sentais le poids de mon mensonge m'écraser. Ces lettres étaient destinées à Claire? Mon amour de jeunesse. Celle que j'avais aimée en secret pendant mes années d'étudiante. J'avais tout refoulé pour correspondre à l'image que ma famille attendait de moi, une femme hétérosexuelle. Promise à un mariage traditionnel. Sophie. Ma colocataire et meilleure amie depuis l'université. Avait toujours été mon pilier. Elle était avocate. Spécialisée dans les droits humains. Avec un charisme qui illuminait n'importe quelle pièce. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage expressif. Marqué par une intelligence vive et une sensibilité profonde. Nous partagions tout, les rires tardifs autour d'un verre de vin. Les confidences sur nos vies sentimentales. Les promenades le long de la Seine. Mais ce soir, en découvrant ces lettres dans son tiroir, je compris qu'elle savait. Elle avait fouillé dans mes affaires. Ou peut-être les avait-elle trouvées par hasard? Le doute me rongeait. Étaient-ce de la curiosité innocente? Ou quelque chose de plus sombre? Je refermai le tiroir doucement. Le cœur en miettes. Comment avait-elle pu garder cela secret? Sophie. Qui prônait toujours la transparence dans nos discussions sur les injustices sociales, m'avait trahi en silence. Je m'assis sur le bord du lit. Les mains tremblantes. Elle remua légèrement. Ouvrit les yeux et me vit. Émilie? Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. Je ne pus me retenir. Pourquoi as-tu mes lettres? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Les mots jaillirent comme un torrent. Chargés de colère et de peur. Son visage se décomposa. Elle se redressa. Les draps glissant sur ses épaules. Je les ai trouvés il y a des mois. En rangeant tes cartons. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais te protéger. Protéger? Le mot me frappa comme une gifle. Protéger de quoi? De moi-même? De la vérité que j'avais enfouie si profondément que même mon fiancé. Antoine? N'en soupçonnait rien? Antoine? Cet homme gentil et prévisible. Que mes parents adoraient. Avec qui j'allais me marier dans 6 mois. Mais au fond de moi, je savais que ce mariage était une façade. Un bouclier contre les regards inquisiteurs de la société française. Encore imprégné de traditions catholiques malgré les avancées légales sur le mariage pour tous. Sophie s'approcha. Posa une main sur mon bras. Émilie. Écoute-moi. Ces lettres. Elles parlent d'un amour que tu n'as jamais assumé. Avec Claire. Je sais ce que ça représente pour toi. Ta famille. Tes collègues. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Ses yeux, d'un vert profond, étaient emplis d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. Étaient-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus? Je retirai mon bras brusquement. Tu n'as pas le droit de juger ma vie. Tu as fouillé dans mes secrets, criai-je. La voix brisée. La dispute s'enflamma. Nous nous levâmes.
arpentant la pièce comme deux animaux en cage. Sophie arguait que garder ce secret était une forme de trahison envers moi-même, que je méritais d'être libre. Moi. Je l'accusais d'hypocrisie, elle, qui sortait avec des hommes sans engagement, osait me parler de vérité? Mais au fond, ces mots touchaient une corde sensible. Claire avait été mon premier amour vrai. Une passion intense et clandestine pendant nos années à l'université. Nous nous étions rencontrés en cours de poésie. Ses analyses brillantes m'avaient captivé. Nos promenades dans les jardins du Luxembourg s'étaient transformées en baisers volés, en promesses chuchotées. Mais la peur m'avait fait reculer, la désapprobation de ma mère, fervente catholique, l'idée de décevoir mon père, entrepreneur respecté en Provence. J'avais rompu avec Claire, l'avais blessée profondément, et avait choisi la voie normale. Maintenant, face à Sophie, je sentais cette vieille blessure se rouvrir. Et si je te disais que je comprends plus que tu ne le crois, dit-elle soudain. Sa voix tremblante. Je la regardai, interloquée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle hésita. Puis avoua, moi aussi. J'ai aimé une femme. Il y a longtemps. Mais j'ai choisi de l'ignorer. Comme toi. Cette révélation me coupa le souffle. Sophie, ma confidente, partageait le même secret? Le monde semblait s'effondrer. Nous nous assîmes sur le sol, adossés au mur, et pour la première fois, nous parlâmes vraiment. Des heures passèrent, sous la pluie qui ne cessait pas. Elle me raconta son histoire, une liaison avec une collègue à la faculté de droit, étouffée par la peur du jugement professionnel. J'ai payé le prix. Émilie. La solitude. Et toi? Avec Antoine? Tu fais la même erreur. Au lever du jour? Épuisé? Nous nous tûmes. Mais quelque chose avait changé. Une connexion plus profonde s'était tissée, faite de vulnérabilité partagée. Pourtant, la peur persistait, que faire de cette vérité? Annuler le mariage? Affronter ma famille? Et Sophie? Était-elle en train de raviver en moi des sentiments que je croyais enterrés? Je ne savais pas encore que cette nuit marquerait le début d'une spirale de choix dévastateurs, où chaque décision entraînerait des conséquences irréversibles. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me rendais à la Sorbonne comme un automate, dispensant mes cours sur Baudelaire et Rimbaud avec une distance mécanique, tandis que mon esprit vagabondait vers Sophie. Nous avions tacitement décidé de ne pas reparler de cette nuit. Mais l'air entre nous était chargé d'une tension palpable. Chaque regard échangé dans l'appartement, chaque silence prolongé, semblait amplifier le secret que nous partagions désormais. Antoine, mon fiancé, remarqua mon humeur changeante. Lors d'un dîner chez ses parents dans le 16e arrondissement, il me prit à part. Émilie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles ailleurs. Ses yeux bleus, pleins de sollicitude, me firent culpabiliser. Antoine était un ingénieur stable, issu d'une famille bourgeoise, et notre relation était confortable, prévisible. Mais confortable n'était pas suffisant. Rien. Juste le stress du travail, mentis-je, en souriant faiblement. Ce mensonge pesa sur ma conscience, ajoutant une couche à la pile de déceptions que j'accumulais. Ma famille, de son côté, exerçait une pression subtile mais constante. Ma mère m'appelait presque quotidiennement depuis Aix-en-Provence, excitée par les préparatifs du mariage. Émilie, as-tu choisi la robe? Et les fleurs? Ton père et moi sommes si fiers de toi. Ces mots, imprégnés d'une joie innocente,
me serrait la gorge. Comment leur avouer que leur fille unique n'aimait pas les hommes comme ils l'imaginaient? Dans notre petite ville provençale, les ragots circulaient vite. Et l'homosexualité, bien que légale, restait un tabou dans les cercles conservateurs. Je voyais déjà le regard déçu de mon père, l'homme qui m'avait élevé avec des valeurs traditionnelles, me répétant que la famille était le pilier de la société. Sophie, quant à elle, semblait lutter avec ses propres démons. Je la surprenais parfois à me fixer. Une expression indéchiffrable sur le visage. Un soir, alors que nous préparions le dîner, une salade niçoise, notre plat rituel, elle brisa le silence. Émilie, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Ça nous ronge toutes les deux. Je posai le couteau, les mains tremblantes. Et qu'est-ce que tu proposes? D'en parler à tout le monde? De tout détruire, répliquai-je. Sur la défensive. La conversation vira à la confrontation. Sophie arguait que vivre dans le mensonge était une forme de violence auto-infligée. Citant des cas qu'elle avait défendus en tant qu'avocate, des femmes opprimées par des normes sociétales, forcées à réprimer leur identité. La France a évolué. Émilie. Le mariage pour tous est loi depuis des années. Mais c'est dans les cœurs que le changement doit se faire. Ces arguments étaient logiques. Mais ils heurtaient mes peurs profondes. Facile à dire pour toi. Tu n'as pas une famille comme la mienne. Ma mère me renierait peut-être, criai-je. Les larmes aux yeux. C'est alors qu'elle fit un pas en avant. Son visage proche du mien. Et si je te disais que je ressens la même chose? Pour toi? Les mots planèrent dans l'air. Lourds de signification. Je reculai. Choquée. Sophie. Mon amie? Était-ce possible? Des souvenirs affluèrent, nos rires complices. Les câlins platoniques qui duraient un peu trop longtemps. La jalousie que j'avais ressentie quand elle sortait avec des hommes. Tout prenait sens soudain. Mais au lieu de joie, une panique m'envahit. Non. Sophie. C'est impossible. J'ai Antoine. Ma vie est tracée. Elle insista. Sa voix brisée, tracée par qui? Par la société? Par ta famille? Ou par ta peur? Nous nous disputâmes jusqu'à tard dans la nuit, explorant les méandres de nos sentiments. Sophie avoua que son attirance pour moi avait grandi au fil des ans, masquée par notre amitié. Moi, je niais, terrifiée par les implications. Admettre cela signifierait tout perdre, ma stabilité, ma réputation à l'université, l'approbation de mes parents. Pourtant, au fond de moi, une étincelle s'allumait, rappelant l'amour pour Claire. Le lendemain, je pris une décision impulsive, je contactai Claire via les réseaux sociaux. Elle vivait maintenant à Lyon, mariée à une femme, et avait fondé une famille. Notre échange fut bref mais poignant. Émilie, ne fais pas la même erreur que moi à l'époque. Vis ta vérité, m'écrivit-elle. Ces mots me hantèrent. De retour à l'appartement, je trouvai Sophie en train de faire ses valises. Je pars chez une amie pour quelques jours. On a besoin d'espace, dit-elle. Les yeux rougis. Mon cœur se serra. Était-ce le début de la fin de notre amitié? Ou le commencement de quelque chose de plus dangereux? Les jours sans elle furent un supplice. Je me surprenais à errer dans Paris, passant devant des cafés où nous avions ri, sentant son absence comme une plaie ouverte. Antoine, sentant mon détachement, proposa une escapade romantique à la Normandie. J'acceptai, espérant que cela raviverait des sentiments pour lui. Mais sur la plage de Deauville, face à la mer agitée,
Je ne pensais qu'à Sophie. Antoine? Je crois qu'on doit parler, dis-je enfin, le vent emportant mes mots. Il me regarda. Inquiet. De quoi? Je hésitai. Puis lâché, je ne suis pas sûr de vouloir ce mariage. Son visage se figea. Pourquoi? À cause de Sophie? Comment savait-il? Avait-il deviné? La révélation fut brutale. Antoine avoua avoir soupçonné quelque chose depuis des mois. Observant nos interactions. Je t'aime. Émilie. Mais si tu n'es pas heureuse. Ces mots étaient généreux. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Cette confrontation me força à affronter la vérité, j'aimais Sophie. D'un amour profond et interdit aux yeux de ma vie actuelle. Rentrer à Paris signifiait choisir, la sécurité ou le risque. Mais chaque choix avait un prix. Et je sentais déjà les fissures se propager. De retour à Paris, l'appartement semblait vide sans Sophie. J'errais comme un fantôme. Relisant nos messages. Revivant nos disputes. Ma décision de rompre avec Antoine avait été un choc pour lui. Mais il l'avait accepté avec une dignité qui me faisait culpabiliser davantage. Prends soin de toi. Émilie, m'avait-il dit en partant. Emportant une partie de ma vie stable avec lui. Ma famille fut la suivante à être confrontée. J'appelai ma mère. Le cœur battant. Maman. Le mariage est annulé. Un silence pesant s'installa. Quoi? Pourquoi? Antoine est parfait, s'exclama-t-elle. Je bredouillai des excuses vagues sur des différences insurmontables. Mais elle insista pour venir à Paris. 2 jours plus tard, elle débarqua. Accompagnée de mon père. Leurs valises chargées d'inquiétude et de reproches. La confrontation eut lieu dans un café près de Notre-Dame. Sous un ciel grisâtre. Émilie. Dis-nous la vérité, demanda mon père. Son visage buriné par les années de travail reflétant une autorité tranquille. Ma mère. Les yeux brillants de larmes. Ajouta, c'est à cause d'une autre personne? Je hochai la tête. Incapable de mentir plus longtemps. Oui. Mais. C'est une femme. Sophie. Les mots sortirent dans un souffle. Et le monde sembla s'arrêter. Ma mère pâlit. Porta une main à sa bouche. Non. Émilie. Ce n'est pas possible. Tu es confuse. C'est une phase. Son déni était palpable. Imprégné de ses convictions religieuses. Mon père. Plus stoïque. Secoua la tête. Nous t'avons élevé mieux que ça. Pense à la famille. À ce que diront les gens en Provence. Leurs mots me transpercèrent. Ravivant les peurs d'enfance, l'église dominicale. Les sermons sur le mariage sacré. Les regards des voisins. Je défendis mon amour pour Sophie. Arguant que l'amour n'avait pas de genre. Que la France moderne acceptait cela. Mais ils restèrent fermes. Invoquant des arguments moraux, c'est contre nature. Et tes enfants? Ton avenir? La dispute s'envenima. Ma mère pleura. Accusant Sophie de m'avoir influencée. Elle t'a corrompu, cria-t-elle. Je me levai. Tremblante. Non. Maman. C'est moi. J'ai toujours été comme ça. Je partis. Les laissant abasourdis. Cette rupture familiale me coûta cher, des appels incessants. Des messages culpabilisants. Et un sentiment d'isolement profond. Étais-je en train de détruire tout pour un amour incertain? Sophie revint enfin. Et notre retrouvailles furent explosives. J'ai rompu avec Antoine, lui avouai-je. Ses yeux s'illuminèrent. Mais elle hésita. Et ta famille? Je lui racontai tout.
Et pour la première fois, nous nous embrassâmes, un baiser chargé d'années de tensions refoulées. Mais la joie fut de courte durée. Sophie, en tant qu'avocate, faisait face à ses propres défis. Son cabinet, conservateur, risquait de la marginaliser si elle assumait publiquement une relation lesbienne. Mes clients, mes collègues, certains sont traditionalistes, admit-elle. Bientôt, les pressions sociétales se manifestèrent. À la Sorbonne, des rumeurs circulèrent. Une collègue, jalouse de ma promotion, avait vu Sophie et moi main dans la main lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+. Émilie. Attention à ta réputation, me prévint le doyen. Sous couvert de conseil amical. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux académiques et professionnels. Sophie et moi nous disputâmes sur la voie à suivre. On devrait être discrète, suggérai-je, encore marquée par le rejet familial. Elle refusa, non. Émilie. Vivre caché, c'est capituler devant les préjugés. Sa détermination m'inspira, mais aussi m'effraya. Un soir, lors d'une soirée chez des amis communs, la tension explosa. Un invité, un peu ivre, fit une remarque homophobe déguisée en blague. Sophie le confronta violemment, défendant notre amour. Je restai silencieuse, paralysée par la peur. Plus tard, elle me reprocha, « Tu n'as rien dit. Tu as honte de nous ?» Cette accusation me blessa profondément. J'ai tout perdu pour toi. Ma famille. Ma stabilité, répliquai-je. Nous nous séparâmes en colère, elle claquant la porte. Seule. Je réfléchis aux choix moraux. Étais-je prête à tout sacrifier pour l'authenticité? Ou allais-je reculer? Comme avec Claire? Le lendemain, un appel de ma mère aggrava les choses, revient à la raison. Émilie. Antoine est prêt à te pardonner. La tentation fut forte, mais je refusai. Pourtant, le doute s'insinuait. Sophie, de son côté, affronta son propre dilemme. Elle me confia plus tard avoir reçu une promotion conditionnelle à son silence sur sa vie privée. Accepter, c'est trahir qui je suis, dit-elle. Nous décidâmes de nous battre ensemble, participant à une marche des fiertés à Paris. Mais là, un incident changea tout, un photographe nous captura. Et la photo fit le tour des réseaux. Ma famille vit l'image. Et mon père m'appela, c'est fini. Émilie. Ne reviens plus à la maison. Le prix de la vérité était élevé. Et je sentais les fissures dans notre relation s'élargir. Les mois suivants furent marqués par une série de trahisons et de confrontations qui testèrent les limites de notre amour. Sophie et moi tentions de construire une vie ensemble. Mais les ombres du passé et les pressions extérieures nous assaillaient de toutes parts. À l'université, les rumeurs se transformèrent en ostracisme subtil, des collègues évitaient mes invitations. Et un article anonyme dans le journal étudiant insinuait que ma vie personnelle influençait mes cours sur la littérature queer. Sophie subit pire, son cabinet la relégua à des affaires mineures. Prétextant un conflit d'intérêts avec ses engagements LGBTQ+. Ils me punissent sans le dire, ragea-t-elle un soir, jetant ses dossiers sur la table. Je tentais de la consoler, mais mes propres doutes m'empêchaient d'être forte. Peut-être qu'on devrait être plus prudente, suggérai-je à nouveau. Elle me regarda avec déception. Prudente? C'est de la lâcheté. Émilie. La trahison vint d'une source inattendue, Claire. Elle contacta Sophie via les réseaux, prétextant vouloir aider. Mais lors d'une rencontre que Sophie me cacha d'abord, Claire révéla des détails intimes sur notre passé.
semant le doute. Émilie t'a quitté une fois. Elle le fera encore, aurait-elle dit. Quand Sophie m'en parla. Furieuse. Je nie, et toute malveillance. Mais le mal était fait. Pourquoi lui as-tu parlé sans moi, criai-je. Parce que tu hésites toujours, répondit-elle. Cette dispute mena à une séparation temporaire. Sophie partit chez une amie, me laissant seule avec mes regrets. Pendant ce temps, ma famille intensifia la pression, ma mère m'envoya des lettres pleines de reproches moraux, invoquant la Bible et la tradition. Tu brises notre cœur, Émilie. Pense à ton âme. Ces mots ravivèrent mes conflits internes. Étais-je en train de choisir l'amour au détriment de ma filiation? Le catholicisme ancré en moi murmurait des doutes sur le péché. Je pris une décision controversée, je rencontrai Antoine en secret, cherchant du réconfort. Je suis perdu, lui avouai-je dans un café discret. Il écouta, compatissant. Mais ces mots furent un piège, reviens avec moi. On peut tout arranger. Je refusai. Mais Sophie apprit la rencontre via un ami commun. La confrontation fut dévastatrice. Tu l'as vu? Derrière mon dos, hurla-t-elle. C'était innocent, protestai-je. Mais elle vit cela comme une trahison. Tu n'es pas prête? Émilie. Tu joues sur 2 tableaux. Nous rompîmes cette nuit-là. Des mots durs échangés comme des lames. Sophie partit, emportant une partie de mon âme. Seule, je sombrais dans une dépression, questionnant chaque choix. Avais-je sacrifié ma famille pour un amour qui s'effritait? La société, avec ses jugements voilés, avait gagné. Mais au fond, je savais que le vrai ennemi était ma peur. Des semaines passèrent. Je tentai de reconstruire, je repris contact avec Claire, cherchant des conseils. Le chemin est dur, mais l'authenticité en vaut la peine, dit-elle. Inspirée, je décidai de confronter ma famille une dernière fois. Je me rendis en Provence, affrontant leur regard froid. Je vous aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis, déclarai-je. Mon père, après un long silence, murmura, donne-nous du temps. C'était un mince espoir, mais un début. De retour à Paris, je cherchais Sophie. Elle avait déménagé, mais je la trouvai via des amis. Notre retrouvaille fut tendue. J'ai eu tort de douter, avouai-je. Elle pleura, moi aussi. J'ai poussé trop fort. Nous nous réconciliâmes, mais avec des cicatrices. Pourtant, une nouvelle trahison surgit, un collègue de Sophie, jaloux, révéla notre relation à son patron, menant à son licenciement. C'est la guerre, dit-elle. Amère. Nous décidâmes de nous battre légalement, mais le coût émotionnel était immense. Chaque décision nous coûtait, amitié perdue, carrière fragilisée, famille distante. Mais dans cette tourmente, notre lien se renforçait, forgé par le feu des épreuves. La bataille légale contre le cabinet de Sophie devint le point culminant de notre lutte. Nous engageâmes un avocat spécialisé en discrimination, transformant notre douleur personnelle en un combat public. Les audiences au tribunal de Paris étaient tendues, avec des témoignages révélant les préjugés latents dans le monde professionnel. Sophie, sur le banc des témoins, exposa son histoire avec une force qui m'impressionna. J'ai perdu mon emploi parce que j'aime une femme. Est-ce cela? La France des droits égaux? Les médias s'emparèrent de l'affaire, amplifiant nos voix mais aussi les critiques. Des articles dans Le Monde et Libération nous soutenaient. Mais les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires haineux, elle cherche l'attention ou pire. Des menaces anonymes. Ma famille,
voyant l'affaire à la télévision. Réagit différemment, ma mère m'appela. La voix tremblante. Émilie. Je ne comprends pas. Mais. Je t'aime. C'était un pas timide vers la réconciliation. Mais mon père resta silencieux. Au milieu de ce chaos, notre relation fut testée à l'extrême. Sophie, stressée par le procès, devint distante, se réfugiant dans le travail. Moi, à la Sorbonne, je faisais face à des étudiants divisés, certains me soutenaient, d'autres boycottaient mes cours. Une confrontation avec un collègue conservateur marqua un tournant. Votre vie privée affecte l'institution, me dit-il. Je répliquai, non. C'est votre intolérance qui l'affecte. Cette audace me coûta une promotion, mais me libéra. Un soir, après une audience épuisante, Sophie craqua. Et si tout ça n'en valait pas la peine? Si on abandonnait? Ses doutes mirent les miens au jour. On a déjà tant perdu, répondis-je. Nous passâmes la nuit à peser les choix, persévérer ou capituler? Persévérer signifiait plus de douleur, mais aussi la possibilité de changer les choses. Capituler offrait la paix, mais au prix de notre intégrité. Le verdict tomba, victoire partielle. Le cabinet fut condamné pour discrimination, mais Sophie ne récupéra pas son poste. C'était une amère satisfaction. On a gagné une bataille? Pas la guerre, dit-elle. Cette épreuve nous unit plus que jamais, mais avec des cicatrices indélébiles. J'avais perdu des amis, distancé ma famille, sacrifié ma carrière. Sophie avait payé de sa réputation professionnelle. Pourtant, dans les rues de Paris, main dans la main, nous sentions une force nouvelle. Des mois plus tard, lors d'une conférence sur les droits LGBTQ+, je pris la parole pour la première fois publiquement. L'amour n'est pas un choix, mais le cacher l'est. Et ce choix a un prix. Le public applaudit. Mais je savais que les débats continuaient. Était-ce juste de tout risquer pour l'authenticité? Ou la prudence était-elle une vertu? Aujourd'hui, Sophie et moi vivons ensemble, naviguant les eaux troubles d'une société en évolution. Ma famille s'ouvre lentement. Des dîners tendus menant à des compréhensions fragiles. Mais la question persiste, avons-nous fait le bon choix? Ou le prix de la vérité est-il trop élevé pour certains? Et vous, lecteur, pensez-vous que sacrifier la stabilité pour l'amour authentique est toujours justifié? Ou parfois, le silence est-il la vraie sagesse?